Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, il est 11h15, très heureux de vous retrouver pour notre série Destination Coupe du Monde et l'épisode 7, on a dépassé la moitié, consacré au groupe D du Mondial 2022, le groupe de notre équipe de France accompagné du Danemark, de l'Australie et de la Tunisie. Installez-vous confortablement, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne en ce moment, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement YouTube, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de mettre en avant cette vidéo. Et puis un petit abonnement et la cloche si ça vous a plu et si vous souhaitez me suivre et ne pas rater la suite de Destination Coupe du Monde. Sans plus tarder, on commence cette vidéo par le Danemark qui est vraiment une équipe en vogue depuis quelques années. Ils avaient fait une plutôt bonne Coupe du Monde 2018 avec un huitième de finale perdu qu'au tir au but contre les futurs vice-champions du monde, la Croatie. Et puis ils ont enchaîné sur un Euro 2020 juste phénoménal. C'est une équipe qu'on a littéralement adorée. Ils ont connu un événement bouleversant au début de la compétition qui a vraiment suscité l'émoi et en même temps l'admiration avant de sortir des groupes miraculeusement, battant largement la Russie lors du troisième match, 4-1 à Copenhague. Puis en explosant le Pays de Galles en 8e, 4-0 à Amsterdam, en quart ils sortent la République tchèque et ils finissent par perdre assez durement 2-1 en demi-finale contre l'Angleterre. Une vraie belle compétition réalisée par les Danois qui depuis continuent sur leur lancée folle, 27 points en 10 matchs de qualification, ils ont tout pété pour rallier le Qatar. Puis en Ligue des Nations, ils réalisent encore de beaucoup, notamment en battant 2 fois la France, d'abord en juin dernier au Stade de France, puis il y a quelques semaines, 2-0 à Copenhague. Pas suffisant malheureusement pour eux pour aller chercher leur billet pour le Final Four, mais révélateur d'une équipe qui arrive avec un gros stock de confiance au Qatar, avec un sélectionneur que je trouve assez admirable, Kasper Hjulmand, qui a réussi à construire un super groupe. Franchement, le Danemark peut être un sacré outsider pour cette Coupe du Monde. Au niveau de l'effectif, c'est vraiment un mélange assez intéressant entre de l'expérience et du talent. D'abord l'expérience matérialisée par Eriksen, incroyable, qui est revenu en sélection après ce qui s'est passé. Schmeichel, pas forcément à son aise à Nice actuellement, mais toujours très performant en sélection. Delaney, Højbjerg, Vass, Braithwaite, Poulsen, Christensen, Simon Kjær. Il y a certains guerriers sur le terrain vraiment qui sont les gros cadres de cette sélection. Et puis vous avez eu un bel aperçu à l'Euro, toute cette jeunesse, tous ces talents, Dolberg, Damsgaard, aujourd'hui à Brentford, auteur d'un très bel Euro 2020, Scovolsen de Bruges, grand artisan de la bonne saison européenne du club belge, Lindström de Francfort, Rasmus Højlund de l'Atalanta Bergame. C'est vraiment un effectif fourni et alléchant. Quand on regarde le Danemark de l'année 2010 en Afrique du Sud et quand on regarde aujourd'hui, c'est assez fou la différence de qualité. Donc il y a une vraie génération et c'est ce qui compte dans les grandes compétitions. Ils ont vraiment beaucoup à jouer dans ce groupe, y compris pour jouer la première place, on en parlera après. Et ils pourraient par exemple défier le Mexique ou la Pologne en finissant premier si on part du principe que l'Argentine termine première du groupe C. Donc c'est vraiment une équipe qui a largement de quoi viser les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est à l'heure actuelle toujours le meilleur résultat de la sélection en Coupe du Monde, qui n'en a atteint qu'une fois l'écart en 98, c'était en France. Et si 2022 leur offrait cette nouvelle possibilité. On enchaîne avec la Tunisie, l'une des 5 nations africaines à avoir obtenu son billet pour la Coupe du Monde 2022. Les Tunisiens ayant sorti en barrage de qualification le Mali en mars dernier. Ce sera le 2e mondial de suite pour les Aigles de Carthage, le 5e sur les 7 dernières Coupes du Monde. Ça montre vraiment une certaine régularité de la part de cette sélection, compétition qu'ils avaient découvert pour la première fois en 1978 en Argentine. Et à chaque fois, la Tunisie a été éliminée dès les phases de groupe. L'objectif de la sélection, comme me l'a confié la superbe équipe d'Etachkila, spécialiste du foot tunisien, l'objectif est de passer enfin le palier du premier tour. Ça avait été impossible en 2018 avec un tirage difficile, Angleterre et Belgique. Ce sera encore difficile cette année avec le tirage France-Danemark, un tirage là aussi plutôt costaud. Toutefois, la Tunisie a toujours l'intention de jouer les troubles faites, notamment contre la France, que beaucoup de joueurs tunisiens connaissent, mais aussi dans un contexte particulier, avec des conditions de jeu peut-être plus favorables et un probable fort soutien. Les Tunisiens se déplaceront en nombre au Qatar. Du côté de l'effectif, la Tunisie a toujours produit pas mal de talents, notamment localement via son championnat. On peut penser à la génération 2006 avec Jaidi ou Jaziri, entre autres. Mais en 2022, la Tunisie s'avance au Qatar avec des points d'ombre. C'est ce que j'ai compris des échanges que j'ai eus avec mes experts tunisiens, notamment d'un point de vue de la solidité du groupe, du niveau de l'attaque ou du gardien titulaire, qui est vraiment le poste, on va dire, pas très rassurant dans cette sélection. Depuis plusieurs années, le championnat baisse un petit peu en niveau et le staff tunisien, peut-être là aussi pas super compétent, n'a pas réussi à mettre en place un groupe stable et fort. Par conséquent, la Tunisie doit se remettre à ses individualités, à ses talents. Il n'y en a pas 36 000, mais il y en a quand même, ce qui suscite un petit peu d'espoir. Montassar Talbi, défenseur de 24 ans, titulaire à Lorient, est un grand espoir du foot tunisien. Vous connaissez Skiri aussi, passé par Montpellier et aujourd'hui plutôt à son aise en Bundesliga du côté de Cologne. On peut mentionner aussi Bron en défense, Titi sur le flanc gauche, Issa Laidouni qui réalise un bon début de saison assez prometteur avec Ferencváros en Hongrie. Voilà, c'est sans oublier bien sûr Roby Kazri et Youssef Mstakni, deux cadres expérimentés, capables de coups d'éclat, qui sont surtout sur une fin de carrière internationale, mais qui auront à cœur de briller et de rendre fier le peuple tunisien.
C'est pas l'effectif le plus talentueux de la compétition, mais il y a quand même des joueurs à surveiller, qui démontrent tout de même la progression de cette équipe tunisienne avec une stabilisation dans le top 30 du classement FIFA depuis 5-6 ans et une récurrence en Coupe du Monde, on en a parlé. Le climat dans lequel s'avance la Tunisie n'est pas forcément optimal avec la suspension du championnat suite à des problèmes juridico-administratifs. On a vu que cette équipe ne pouvait que difficilement rivaliser aussi contre les très gros, défaite contre le Brésil 5-1, ça inspire pas vraiment confiance avant de jouer le champion du monde en titre et un Danemark en pleine bourre, mais il y a quand même des motifs d'espoir. Une victoire contre le Japon, 3-0 en amical récemment, qui témoigne quand même d'un potentiel, et surtout un peuple et une ferveur démentielle à l'unisson derrière le drapeau. Je salue bien chaleureusement les Tunisiens qui regardent cette vidéo et qui seront derrière leur équipe avec ce match symbole contre les Bleus. Il y a cette forte communauté qui habite en France, une histoire qui lie les deux pays depuis des années, et puis beaucoup de joueurs binationaux qui ont grandi ou bien joué en France. On peut en compter déjà 5-6 dans l'effectif. À bien des égards, la Tunisie ne manquera pas d'échapper à notre attention. Troisième équipe de ce groupe, c'est l'Australie, une sélection qui s'est qualifiée vers les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde et une victoire au tir au but face au Pérou, notamment grâce à son gardien Andrew Redmayne, qui a compris que pour gagner une séance de tir au but, il fallait faire le guignol sur sa ligne. Les Soqueros vont disputer leur 5e Coupe du Monde de rang. Là encore, une nation extrêmement régulière ces dernières éditions qui parvient à se pérenniser en Coupe du Monde. Et c'est vraiment une équipe qui va aborder ce mondial la tête légère. D'après l'équipe du compte Twitter Outback Football, spécialiste du foot australien en France que je salue, il n'y a pas d'objectif identifié dans la compétition. C'est vraiment déjà rien qu'une satisfaction que de participer au mondial, une satisfaction d'être là. Donc ne pas finir dernier serait déjà une bonne nouvelle pour la sélection qui est parvenue une fois dans son histoire à sortir des poules, c'était en 2006. Alors, avec quelle force l'Australie va débarquer au Qatar? Pas tant que ça parce que le groupe australien n'est pas des plus fournis et qualitatifs, mais faudra compter sur l'arme de cette équipe, Aouer Mabil, 28 ans, évoluant à Cadiz, c'est la menace principale de cette sélection, surtout sur le plan offensif, qui est vraiment très peu compétitif, mais lui est assez dynamique, vif et technique. Il a marqué un très joli but d'ailleurs contre la Nouvelle-Zélande récemment en amical. On suivra peut-être aussi Moy, l'expérimenté, qui joue au Celtic, McGree, qui joue à Middlesbrough, Urstic de l'Hellas Vérone, ou peut-être l'espoir Daniel Arzrani pour compléter l'aile gauche qui peut apporter vitesse et percussion. Il y a quelques jeunes joueurs intéressants. Maintenant, c'est très vite limité, je trouve. Et gros problème révélé par les experts australiens de cette vidéo, c'est l'investissement de certains joueurs qui laissent à désirer sous le maillot australien. Il y en a qui ne se donnent pas à fond quand ils sont sous le maillot de la sélection. Graham Arnold, le sélectionneur, a eu du mal à construire un groupe stable ces dernières années, notamment avec le Covid et la reprise décalée du championnat australien. Ce qui fait que certains étaient sélectionnés via leur réputation sans franchement faire d'efforts peut-être. Il y a aussi beaucoup de débats un peu précipités sur les joueurs qui pourraient être sélectionnés sans vraiment avoir fait leurs preuves. Bref, il y a quand même très peu de signes positifs en soi, ce qui fait vraiment que la qualification pour le mondial, alors ne le relève pas du miracle, mais c'est vrai que l'équipe est poussive, peu emballante, mais elle est quand même là. Donc on comprend bien en fait ce que cherchent les Soqueros. C'est vraiment de ne pas se prendre la tête, jouer leur carte dans ce groupe sans regret. Cette équipe ne semble vraiment pas assez armée pour jouer quoi que ce soit dans ce groupe. Son secteur offensif est en plus vraiment marqué par l'héritage difficile de Tim Cahill, dont personne n'arrive à reprendre la suite. La sélection de 2018 en Russie n'est pas forcément plus forte que celle de 2022. Et le manque concret de joueurs imposés, établis dans la sélection, d'une ossature et d'un championnat fort aussi, ne laisse pas présager des résultats convaincants dans cette phase de groupe. Maintenant, pour la sélection, c'est une belle étape dans la suite de son évolution de disputer une autre Coupe du Monde. Et enfin, notre équipe de France, les Bleus, les champions du monde en titre, qui s'avancent au Qatar. Alors là, pas l'esprit léger du tout, l'esprit un petit peu lourd même, les interrogations dans les têtes. Un cas Mbappé qui fait beaucoup parler de lui au PSG, lui conférant très mauvaise réputation, rien à voir à ce qu'on voyait de lui il y a 4 ans. Je ne parle pas de l'affaire Pogba. Une fédération française de foot dans la tourmente, au cœur de scandales et d'affaires assez sombres. Une potentielle fin de cycle de Didier Deschamps après le Qatar. C'est un climat pas très stable, pas très optimiste. Et en plus, sur le plan sportif, c'est vrai que ça va pas super bien depuis 2018 avec un Euro 2020 décevant. Certes, il y a cette Ligue des Nations gagnée en octobre 2021, mais bon, on en a entendu plein dire que c'était un trophée en bois avant qu'on la gagne. Je ne vois pas pourquoi d'un coup ce serait le Graal. Et puis récemment, il y a ces trêves un peu catastrophiques avec une seule victoire en 6 matchs de Ligue des Nations, pire 3e de la voie A. C'est quand même pas très rassurant. Après, voilà, quand on regarde notre effectif, il y a quand même de quoi être confiant. La France a un vivier de talent que la grande majorité des nations, et même des très grandes nations, n'ont pas. C'est vraiment fou de voir que la génération sur laquelle surfent les Bleus, parce que Lloris, Griezmann, Varane, Benzema, Giroud, Pogba, Kanté, c'est plus proche de la fin que du début. Mais quand tu vois que tu as derrière Maignan, Konaté, Saliba, Fofana, Tchouaméni, Kamavinga, Kakré, Gouiri, Mbappé, Dembélé, Nkunku,
tu te dis que les Bleus ont encore de très très belles années devant eux. Et ça, c'est véridique. Quand on regarde le groupe des 23-26 qu'on aura en 2022 par rapport à 2018, je dirais, sur le papier bien sûr, qu'il s'est beaucoup plus amélioré qu'il n'a régressé. Et ça, c'est quand même incroyable quand on est champion du monde en titre, c'est très positif. Parce que les derniers champions du monde, comme l'Espagne en 2014, mais surtout l'Italie en 2010, ne connaissaient pas une amélioration de leur effectif. Au contraire, c'était plutôt des équipes qui gagnaient et qui marquaient petit à petit la fin d'un cycle, voire une équipe sur le papier qui perdait en qualité. Par exemple, l'Italie de 2010. Là, la France, elle n'est pas du tout dans cette configuration-là. Ce qui fait aussi qu'elle va avoir beaucoup de pression avec un tel réservoir. Tu as des attentes très élevées de résultats, mais surtout de jeu. Avec un effectif pareil qui coûte presque 900 millions, tu dois marcher sur des adversaires supposés plus faibles. Alors il y a quand même des interrogations sur les états de forme de certains joueurs. On a vu beaucoup d'absents durant la dernière trêve, ce qui suscitait les inquiétudes. Maintenant, il y a pas mal de retours qui ont déjà été opérés, comme celui de Karim Benzema. D'autres vont arriver au mois d'octobre, au courant du mois d'octobre, comme celui de Maignan ou de Koundé. Mais il y a d'autres interrogations comme Varane, comme Pogba, qui a toujours pas joué de match officiel avec la Juve cette saison et qui connaît une situation extrasportive vraiment très étrange. Il y a des interrogations sur le schéma tactique mis en place par Didier Deschamps. Ça a beaucoup varié lors des dernières rencontres avec un 3-4-1-2 contre la Danemark en juin qui a montré pas mal de limites en défense, qui a remontré beaucoup de faiblesses en septembre dernier, notamment le match un peu catastrophique d'Upamecano. Donc le staff des Bleus cherche toujours une solution. C'est vrai que les blessures n'épargnent pas le rodage de l'effectif, mais il reste encore un petit peu de temps. La préparation sera par contre beaucoup plus rapide que les années précédentes avec ce nouveau calendrier. Vu le groupe et l'effectif des Bleus, et bien sûr quand même le statut et l'expérience de certains joueurs, il y a quand même des signes positifs. Voilà pour les 4 équipes de ce groupe, et avant de vous livrer mon petit pronostic, voici le calendrier. Avec en première journée, comme en 2008 pour la France, l'ouverture face à l'Australie le 22 novembre à 20h. La Tunisie ouvrira le bal avec le Danemark dans ce groupe. Deuxième journée très importante avec ce France-Danemark qui sera un match capital, sans doute pour la première place. Tunisie-Australie, ce sera à 11h le 26 novembre. Et enfin le duel assez attendu, France-Tunisie le 30 novembre à la même heure que Danemark-Australie. C'est l'heure maintenant du petit prono et on va partir par le bas. Et j'ai du mal à voir une autre équipe que l'Australie qui arrive vraiment avec l'esprit un peu léger et en même temps assez peu de force pour espérer exister dans ce groupe. Les Soqueros sont un peu dans une forme de structuration, l'équipe se cherche et puis figurer dans le 32, c'est déjà une jolie performance. L'objectif numéro 1, comme je l'ai dit, c'est de ne pas finir dernier. Donc voilà, je vois vraiment la Tunisie un peu au-dessus et même si les Tunisiens auront cette pression peut-être plus importante, je les vois finir 3e, pas plus haut. Difficile pour moi de voir les Aigles de Carthage chipoter les 2 premières places parce que les nations européennes sont vraiment très largement au-dessus dans ce groupe. La Tunisie, c'est peut-être une équipe qui va réussir à embêter les Bleus. Alors on a quand même parlé de certains points d'ombre. Après voilà, il y aura au moins cette passion et cette ferveur qui accompagneront les Aigles de Carthage. Les 2 premières places seraient donc selon moi pour la France et le Danemark, mais dans quel ordre? Ça c'est assez difficile à dire parce qu'on a vu que le Danemark a largement les moyens de nous battre et peut-être juste de finir premier en décrochant un nul contre la France par exemple. Et à l'heure actuelle, c'est la situation que je préconise, la France 2e, le Danemark 1er. Je vois pas les Bleus assez impériaux dans leur groupe pour terminer en tête et les derniers matchs danois montrent que cette équipe sait très bien faire contre les grosses équipes. Par contre, je ne crois pas du tout à la malédiction du champion du monde parce que, mis à part l'Italie en 2010 qui avait un groupe abordable, l'Espagne en 2014 avait un très gros groupe avec les Pays-Bas, 3e du mondial 2014, et le Chili qui à l'époque était une des 3-4 meilleures équipes d'Amérique du Sud, rien à voir avec le groupe des Bleus actuellement. Et en 2018, l'Allemagne est quand même avec le Mexique, gros client en Coupe du Monde, on l'a vu dans le groupe C, et la Suède et la Corée du Sud. Donc ils sont des équipes assez accrocheuses. Donc là, la France a quand même un groupe qui est beaucoup plus abordable. Et en plus, alors ça c'est vraiment une petite variante, il y a une variante qui dit que la malédiction du champion du monde arrive au mois de juin, 4 ans après le mondial gagné par l'équipe. C'était le cas pour l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. Mais aussi pour la France en juin 2022. Ça a été une trêve catastrophique en juin. Alors, c'était pas la Coupe du Monde, mais la Nations League. Était-ce la malédiction? Est-ce que les Bleus sont passés à côté pour le Qatar 2022? Je sais pas, je suis pas très superstitieux en football, mais je crois à la qualif des Bleus cette année. Alors, cette 2e place offrirait un parcours plus délicat après, et je crois aussi que le Danemark a des chances de rallier l'écart vu sa forme actuelle, sa confiance. En revanche, ça me semble un peu juste pour la Tunisie, comme j'ai dit, et surtout pour l'Australie, d'espérer sortir du groupe. Néanmoins, avec ce contexte particulier, il est possible que ces sélections dérangent beaucoup plus qu'à l'accoutumée. La France et le Danemark, on l'a dit, avec ses préparations un petit peu décalées, et puis par exemple la Tunisie avec ce fort soutien qui sera sans doute bien ressenti du côté du Qatar. On se souvient d'ailleurs très bien que les Bleus avaient beaucoup patiné contre l'Australie, le Pérou et le Danemark durant la phase de poule de 2018. Donc c'est jamais des matchs faciles, c'est jamais des matchs très lisibles non plus.
Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo DCDM vous a plu. Dites-moi votre avis en commentaire sur ce groupe D. Dites-moi ce que vous ressentez pour la France avant cette Coupe du Monde, à un petit peu plus d'un mois du coup d'envoi du mondial. Je remercie chaleureusement, comme toujours, les experts qui m'ont gentiment épaulé dans la création de cette vidéo, l'équipe des Tachkila, excellent boulot, qui font partie des grands spécialistes de la Tunisie en France et qui m'ont parlé des Aigles de Carthage. Et puis les représentants du foot australien en France, l'équipe d'Outback Football, qui m'ont livré pas mal d'infos sur les Soqueros. Vous aurez leur lien en description de cette vidéo. Merci encore à vous les gars pour votre aide. Et comme d'habitude, notre tour des groupes continuera samedi prochain avec le groupe E, avec l'Allemagne et l'Espagne. D'ici là les amis, bon week-end à toutes et à tous. Un petit coucou à toute la team pour le polo qui se reconnaîtra. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.